On ne sait toujours pas si l'espace cosmique est fini ou infini. Simplement, les deux solutions sont compatibles avec les équations de la relativité générale. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de la forme de l'univers, de l'espace-temps, mais on va aussi pouvoir aborder un thème un peu plus mystérieux, un peu plus complexe, le thème de la vie dans l'univers. Pour répondre à nos questions, Jean-Pierre Luminet est notre invité. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christophe. Alors c'est vrai que quand on parle de vie dans l'univers, on a tendance des fois à se projeter, à projeter un petit peu notre système solaire dans tout le reste de l'univers. On s'imagine que derrière des fois chaque étoile, il y a une planète un peu comme la nôtre. Et pourtant, on n'a pas l'air de détecter de signes de vie ailleurs. On l'a abordé dans l'épisode précédent, le paradoxe de Fermi. Mais quels sont les prérequis, les conditions qui permettent la vie dans l'univers ? Oui, c'est vrai qu'on a toujours, en toute chose, tendance à faire de l'anthropocentrisme, Ouais. à généraliser à l'univers ce que l'on connaît très localement sur notre planète Terre. Et c'est particulièrement le cas pour la grande question de la vie extraterrestre, où a priori, c'est vrai, on parle de vie extraterrestre, on pense tout de suite aux aliens, aux petits hommes verts, ce genre de choses, mais les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, qu'on appelle soit astrobiologie ou exobiologie, qui est devenue une discipline très importante au sein des sciences de l'univers, qui réfléchissent donc sur les conditions d'émergence du vivant dans l'univers. Ben pour eux, le vivant, c'est essentiellement la bactérie. La forme naturelle de la vie, c'est la bactérie. N'oublions pas que la vie sur Terre, que l'on pense remonter à 3,8 milliards d'années dans le passé, les premières formes de vie bactériennes, donc bactéries monocellulaires en plus, elles sont restées dans cet état pendant plus de 2 milliards d'années. Donc, d'éventuels extraterrestres avancés auraient visité notre planète à ces époques-là, ils n'auraient rien remarqué parce que la vie était au fond des océans sous forme de bactéries, ce genre de choses. Voilà. Donc la vie, c'est la bactérie. Maintenant, on reste à comprendre comment sont apparues les premières bactéries. Alors, on commence par faire d'abord, on réfléchit sur qu'est-ce que c'est que le vivant. On n'a pas vraiment de bonne définition du vivant, on sait simplement que c'est un stade de complexité chimique. Et la complexité chimique, de ce que l'on sait sur la chimie, est fondée essentiellement sur le carbone. Parmi tous les éléments du tableau périodique, le carbone est de loin l'atome qui a la plus grande faculté, de par sa structure électronique extérieure, à s'accrocher à de l'hydrogène, à de l'oxygène, de l'azote, etc., pour former des grosses molécules, donc des molécules complexes, qui vont aboutir aux nucléotides, aux acides aminés, ce genre de choses qui forment les briques fondamentales du vivant, mais qui ne sont pas encore le vivant. Alors, dans l'histoire première de la Terre, la chimie a fait son travail et les molécules appelées prébiotiques se sont formées il y a 4 milliards d'années. Puis après, il y a eu cette transition encore incomprise et mystérieuse que l'on aurait bien essayé, qu'on aurait bien aimé pouvoir reproduire au laboratoire, puisqu'il y a eu des expériences célèbres de Urey et Miller dans les années 1950 pour recréer les conditions de la Terre primitive et de jouer un petit peu au Dr Frankenstein, à faire émerger la vie à partir d'un bouillon de culture. Ça a échoué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Mais que c'est quand même fondé sur l'idée qu'on va partir, il y a du carbone, il y a de l'eau, et il y a une source d'énergie. Ah, ça peut être l'énergie du soleil, ça peut être l'énergie interne de la Terre, tout un ensemble de choses. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que les premières formes de vie terrestres sont apparues au fond des océans, donc il y a 3,8 milliards d'années, près de ce qu'on appelle des fumeurs. En fait, ce sont des cheminées sous-marines où il y a des résurgences de l'énergie interne de la Terre, et les premières formes de vie seraient apparues là et seraient restées pendant des milliards d'années, simplement sous cette forme-là. Mais malgré tout, la bactérie représente un stade incroyablement, ça nous paraît simple en tant qu'être vivant très évolué, mais c'est pareil, un saut radical par rapport au monde minéral. Hein. Voilà. Donc passer du minéral au vivant, je ne parle même pas encore du végétal, hein. Le végétal c'est encore une étape beaucoup plus avancée, c'est quelque chose dont on ne maîtrise pas les paramètres. Et tout est là, la maîtrise des paramètres. Quels sont les paramètres nécessaires pour aboutir au vivant, la bactérie simplement? Si l'on s'en tient aux 3 ingrédients minimum que l'on pense être nécessaires, je répète, carbone, de l'eau, plutôt à l'état liquide pour pouvoir propager des interactions, donc ça impose une plage de température entre 0 et 100 degrés,
une plage assez particulière dans les conditions de température qui règnent dans le cosmos, et une source d'énergie. Alors ça, effectivement, il y en a de partout. Alors la vie devrait apparaître partout dans l'univers, parce que aussi, ce qui est fondamental, c'est de savoir que les lois de la physique et de la chimie sont les mêmes partout. Donc c'est un pari scientifique qui paraît raisonnable de dire que à partir du moment où si la vie est apparue sur Terre il y a 8 milliards d'années avec telle ou telle condition favorable, si on retrouve ces conditions ailleurs, même cause, mêmes effets, et la vie doit apparaître ailleurs. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a tant de recherches sur Mars pour essayer de détecter d'éventuelles bactéries fossiles. Alors pourquoi fossiles? Parce qu'on sait que les conditions initiales de Mars, il y a justement 3,8 ou 4 milliards d'années, étaient identiques à celles de la Terre. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars, une atmosphère, etc. Donc, pari raisonnable, il a pu y avoir une première génération de bactéries martiennes de même type que les premières bactéries terrestres. Et après, simplement, les destins des deux planètes ont bifurqué. Mars a essentiellement perdu son atmosphère qui a été soufflée par le vent solaire. Et donc, Mars est devenu aujourd'hui un désert. Donc, il y a ce pari qui paraît raisonnable. Cela dit, rien ne garantit effectivement que, tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose de convaincant, que la vie soit apparue sur Mars, ou si elle est apparue sur Mars, qu'on va la trouver aussi facilement en déposant un rover, en gratouillant un peu le sol, en mesurant des échantillons. Ce serait génial, évidemment. Hein. Si on faisait ça pourrait, c'est pas impossible du tout. Hein. Si on est optimiste, il y en a qui disent que, je de la NASA qui travaille là-dessus, donc ils sont forcément optimistes, hein, évidemment. Dans 10 ans, on aura des preuves. Voilà. Donc si on a une preuve qu'il y a eu une vie fossile sur Mars, même si elle est éteinte aujourd'hui depuis longtemps, ça veut dire que le pari initial est validé, qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres pour que la vie apparaisse. Et donc on va la trouver un petit peu partout dans l'univers. Vous savez qu'il y a aussi un autre candidat encore plus intéressant que Mars dans le système solaire, ce sont les satellites naturels. Des grosses planètes, des géantes gazeuses qui sont entourées donc de satellites essentiellement glacés, couverts de glace, pas tous, hein, mais beaucoup, comme Europa par exemple, le gros satellite de Jupiter, Encelade et tout un ensemble, ils sont couverts d'une croûte glacée. L'intérieur est chaud, ça se mesure en infrarouge, et donc on fait des modèles de structure interne de ces satellites avec des océans subglaciaires, des océans d'eau liquide. Donc on a aussi là des conditions, alors c'est pas à l'air libre, hein, c'est caché sous la croûte de glace, mais on a les conditions minimum, une source d'énergie, qui est l'énergie interne de la planète, de l'eau à l'état liquide dans ces océans, et la chimie du carbone qui est omniprésente, on l'a vérifié à travers des geysers, c'est-à-dire ce sont des éruptions que l'on observe, que nos télescopes et nos sondes spatiales qui ont exploré ces systèmes-là ont repéré des sortes d'éruptions à la surface, par exemple d'Encelade ou d'Europa aujourd'hui. Ce sont une sorte de geysers, des jets de vapeur d'eau, et dans laquelle l'analyse chimique à distance montre qu'il y a des molécules organiques. Pas de vivants, mais des molécules organiques. C'est tout simplement la chimie du carbone. Ouais. La chimie organique, c'est la chimie du carbone. Ouais. Voilà. Donc il y a les trois conditions. Et donc, les astrobiologistes les plus fervents disent qu'il pourrait y avoir des bactéries dans les océans subglaciaires des planètes du système solaire. Mais pas fossiles, cette fois-ci. Hein, voilà. Bon, ça serait formidable. Maintenant, les choses ne sont jamais aussi simples et aussi idylliques que ce que l'on pense. On ne connaît pas l'ensemble des paramètres qui président à l'émergence du vivant. Je dirais même qu'il est quasiment certain qu'il y en a beaucoup plus que 3. Parce que si ça se réduisait aux 3 dont j'ai parlé, carbone, eau liquide et énergie, on aurait déjà trouvé la vie de partout, y compris des signes à distance, ce genre de choses. Voilà. Donc il y en a plus de 3. On sait que sur Terre même, ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire du vivant sur Terre, il a fallu tout un ensemble d'autres conditions pour que la vie puisse apparaître sur Terre. Voilà. Et des conditions propres à l'histoire même de la planète Terre. Par exemple, la formation de la Lune. Dans des conditions très particulières. On sait que la Lune s'est formée à peu près une trentaine de millions d'années après la formation de la Terre, à la suite d'un impact géant entre une petite planète de la taille de Mars. Dans le système solaire primitif en train de se former, il y avait beaucoup d'objets vagabonds, ce n'était pas encore stabilisé comme aujourd'hui. Il y aurait eu une petite planète, qu'on a baptisée à titre posthume Theia d'ailleurs, qui aurait frappé
la Terre, pas directement, mais voilà, Avec un angle. oui, et qui aurait arraché une partie de l'écorce terrestre. Ça aurait créé donc une pluie de débris. Alors, il y a des débris qui auraient été éjectés, une partie. Une autre partie serait restée en orbite autour de la Terre et se serait réamalgamée pour former la Lune. Voilà. Et donc, c'est ce système-là, ce modèle de collision qui explique le mieux, pour l'instant, les caractéristiques de la Lune, puisque les premières missions Apollo sur la Lune ont montré que la Lune ne s'était pas formée comme la plupart des autres satellites du système solaire. Notamment, elle n'avait pas de noyau de fer, elle n'avait pas de champ magnétique, ce genre de choses. Voilà, donc, c'est le modèle de la collision. Déjà, rien que les conditions très spécifiques ayant amené la formation de la Lune semblent avoir joué un rôle important dans l'émergence du vivant. L'une des raisons, c'est que la présence de la Lune stabilise à peu près l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, parce que sinon, il y a eu un chaos dans le système solaire qui fait que les axes de rotation des planètes peuvent basculer, y compris de plus de 90 degrés, c'est le cas par exemple pour la planète Uranus, etc. Bon, stabiliser l'axe de rotation d'une planète à peu près perpendiculairement au plan orbital, qu'on appelle le plan de l'écliptique, ça permet de stabiliser à long terme les climats. Hein, parce que sinon, vous avez d'énormes variations sur l'ensoleillement, etc. Voilà. Après, d'autres, plutôt les géologues, nous disent que la tectonique des plaques a joué un rôle absolument essentiel pour permettre l'émergence du vivant. Alors, je ne connais pas dans le détail tous les arguments, etc. Et quand on rajoute plein d'autres facteurs, on s'aperçoit qu'il y a une succession de paramètres encore inconnus, mais qui peuvent être très largement supérieurs à 3 pour l'émergence de la vie sur Terre. Alors ça veut dire quoi maintenant? Les paramètres qu'on en rajoute ne sont plus des paramètres universels, contrairement à l'eau, à l'énergie et au carbone. C'est des paramètres spécifiques à l'évolution de chaque planète. Or, la découverte de toutes les planètes des systèmes extrasolaires que l'on est en train de faire nous montre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une diversité extraordinaire entre les planètes. Il y a très peu de têtes, même si on parle des fois d'exotères. Une exotère, c'est une planète qui va à peu près avoir la taille de la Terre, qui va peut-être être située dans une zone potentielle dite d'habitabilité autour de l'étoile, où l'eau pourrait être entre 0 et 100 degrés, parce que c'est ni trop près ni trop loin. Voilà. Mais c'est loin de suffire, évidemment, pour l'émergence du vivant. Pourquoi ces planètes-là connaîtraient la tectonique des plaques? Pourquoi auraient-elles un satellite du type de la Lune, avec un rapport de masse très important pour provoquer des marées? Parce que sur Terre, l'influence de la Lune sur la Terre, à travers également les marées, outre la stabilisation de la de rotation, ça joue aussi un rôle important. Ne serait-ce aussi pour la dissémination des premières formes de vie au fond des océans, à travers les marées. Voilà. Donc tout un ensemble de facteurs. Donc maintenant, on en vient à une idée très populaire aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de planètes dans l'univers qu'on va vous sortir l'argument, y compris des gens très sérieux, des astrobiologistes, s'il y a 1 million de milliards de planètes, c'est à peu près ce qu'on estime, hein, 10 puissance 23, 1 million de milliards de planètes dans l'univers observable, on dit c'est statistiquement impossible que la Terre soit la seule à abriter de la vie. Alors, oui, a priori, on a envie de croire ça. Mais quand on réfléchit ça, l'argument ne tient pas la route tant que l'on ne connaît pas l'ensemble des paramètres aboutissant au vivant. Alors il y a 2 théories actuellement qui s'affrontent chez les astrobiologistes. Donc la théorie de la vie abondante, qui est un peu plus populaire effectivement, parce que certains vont bien, voilà, une forme de vie, voilà. Et puis il y a l'autre théorie qui s'appelle la théorie de la Terre rare, qui met en avant les nouvelles découvertes, effectivement, sur la diversité extraordinaire, l'histoire individuelle de chaque planète qui a suivi son propre parcours, sa propre évolution, et avec une chaîne de paramètres qui fait que finalement, la vie peut effectivement apparaître dans l'univers. Je répète toujours la vie sous forme de bactéries pour commencer, mais de façon pas si fréquente que cela. Voilà. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul, ce qu'on appelle un combinatoire. La combinatoire, c'est un truc mathématique, le calcul de probabilité, qui permet de calculer le nombre de combinaisons possibles entre différents paramètres, des facteurs. Vous vous intéressez à un événement, à l'occurrence d'un phénomène, par exemple l'émergence de la vie ou autre phénomène, dépendant d'un certain nombre de paramètres. Et vous allez calculer le nombre de combinaisons possibles
aboutissant à cette occurrence donnée. Voilà. Et ça peut être à peu près surprenant. Là. Dans le studio, on est à peu près, disons qu'on est 6 personnes, on a les caméramans, la prise de son, nous-mêmes, etc., etc. Quel est le nombre de combinaisons de nous, 6 personnes, si on changeait de place, toutes les combinaisons possibles en changeant de place, pour avoir jamais la même chose? Vous savez ce que c'est? C'est très simple, c'est factoriel 6. Et factoriel 6, donc c'est 6 multiplié par 5 multiplié par 4 multiplié par 3 multiplié par 2, ça fait 720. Il y a 720 façons différentes de mettre, ou on peut être sur un plateau télé par exemple, de mettre 6 personnes ensemble. Imaginons maintenant qu'il y a une seule combinaison qui permet d'aboutir à quelque chose. Par exemple, une discussion intéressante. Voilà. Bon, eh bien maintenant, le calcul d'un combinatoire, vous dites que s'il y a à peu près 22 ou 23 paramètres nécessaires et combinés, arrangés d'une certaine manière dans une séquence donnée pour aboutir à l'émergence du vivant, il y a factoriel 22 ou factoriel 23 combinaisons possibles. Ce qui est absolument énorme. C'est de l'ordre du nombre de planètes qu'il y a dans l'univers, tout simplement. Donc ça veut dire que ça ne pourrait se produire éventuellement qu'une fois. Donc vous voyez, l'argument statistique ne tient absolument pas la route, sauf si vous connaissez le nombre de paramètres. Voilà. Alors personnellement, j'ai pas envie de croire à ça, parce que je préférerais aussi l'idée qu'on va bientôt trouver des bactéries fossiles sur Mars, ou des Européens, des bactéries européennes dans l'océan subglaciaire du satellite Europa, ou des enceladiens, des titaniens, etc., etc. Ça serait génial. Mais malheureusement, en tant qu'astrophysicien, puis en plus de par ma formation mathématique, je vois que malheureusement, l'argument de la vie abondante, il est extrêmement fragile. Voilà. Alors, je dis, le fait que la Terre puisse être la seule planète de l'univers à avoir vu émerger, je ne parle même pas d'Homo sapiens, mais de ça, c'est une bactérie, c'est la forme la plus extrême. Au moins, on en est sûr. Il y en a une, voilà. C'est la forme la plus extrême de la théorie de la Terre rare. Mais je pense que la vérité, si tant est qu'on peut parler de vérité dans ce domaine-là, comme toujours, c'est entre les deux. C'est-à-dire, je ne pense pas que la vie, malheureusement, soit si abondante que cela. J'espère qu'elle ne soit pas trop rare. En tout cas, on a une réponse tout naturelle aussi au paradoxe de Fermi dont on a parlé. Mais là, le paradoxe de Fermi, ne porte même pas sur les civilisations technologiquement avancées. Ça parle simplement, effectivement, de bactéries. Des bactéries. Alors, il y a un point aussi qu'on peut rajouter, c'est que, admettons quand même qu'aujourd'hui, dans les catalogues de milliers d'exoplanètes, et en sélectionnant les planètes de type terrestre, ce qu'on appelle les exotères, qui sont dans une zone potentielle d'habitabilité autour de leur étoile, il en reste quand même pas mal. On estime aujourd'hui, ce sont des estimations un peu à la louche, que juste dans notre galaxie, il y aurait 300 millions, de l'ordre de 300 millions d'exotères potentiellement habitables. Voilà, mais tout est dans le potentiel. C'est pas parce que quelques conditions sont réunies, s'il manque toutes les autres, on n'en sait rien. Mais malgré tout, les astrobiologistes ont mis au point une technique de détection à distance, qui est une signature chimique dans l'atmosphère des planètes. On sait que lorsque la vie sort des océans, enfin, on prend un seul exemple, la Terre, bien entendu, la composition de l'atmosphère est changée par la photosynthèse et tout un ensemble de choses là. Et notamment, il y a des nouveaux gaz qu'on appelle des biomarqueurs qui sont le signe du vivant. Et ces biomarqueurs sont une combinaison d'éléments très connus. Il y a la vapeur d'eau, il y a le dioxyde de carbone, il y a le méthane, CH4, et il y a l'ammoniac également. Et donc, les astrobiologistes suggèrent que si l'on trouve cette combinaison dans l'atmosphère d'une exoplanète, et ça devrait être possible dans un proche futur, grâce à la spectroscopie très développée, très avancée, de mesurer la composition chimique des exoplanètes pas trop lointaines. Si on trouve cette signature, ça veut dire qu'il y a une forme de vie à la surface de ces planètes. On ignorera de quelle nature. Alors là, ça ferait basculer, si j'en avais ça ferait basculer effectivement dans la théorie plutôt de la vie abondante, bien entendu. Voilà. Tant qu'on malheureusement, on n'a aucun indice d'une forme de vie autre que celle que l'on a sur Terre, l'hypothèse de la Terre rare, elle est là. Voilà. La première observation qui nous donnera de façon convaincante un indice fera basculer du côté de la Terre
de la vie abondante. Ce que personnellement je souhaite, mais il faut rester quand même lucide et froid. La combinatoire, on nous dit que c'est pas si évident que cela. Et c'est pas souvent dit. Oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai. Du coup, je rebondis en même temps là-dessus parce que beaucoup de personnes pensent que l'univers est infini. En théorie, même si les probabilités sont extrêmement basses, si l'univers est infini, euh, mathématiquement, il y a quand même une chance positive que ça se produise une infinité de fois. Est-ce que ce postulat prend ça en compte? Ah oui, alors c'est très, très intéressant comme question parce que ça nous renvoie même à l'histoire, enfin au tout début des hypothèses sur la pluralité des mondes habités qui a été faite dans la Grèce antique par une école de philosophes antiques qui s'appelle l'école atomiste, et qui est une école donc philosophique différente de l'école autour de Platon et d'Aristote. Alors, la différence énorme sur le plan déjà cosmologique, c'était que, vous savez, chez Platon, Aristote, qui a représenté le principal courant de la pensée cosmologique jusqu'au XVIIIe siècle, l'univers était petit, fini, centré autour de la Terre, éventuellement certaines variantes, il y avait le Soleil, ça avait été imaginé avant Copernic, voilà, mais l'univers était essentiellement petit, clos, avec un bord en plus qui fermait l'univers. L'autre école, qui est l'école atomiste, faisait l'hypothèse totalement inverse d'un espace infini, empli de quoi? Ce qu'ils appelaient des atomes. C'est pour ça qu'on les appelle l'école atomiste. Okay. Les atomes, pour eux, c'était des configurations élémentaires, des corps au minimum, l'équivalent de nos atomes. C'est parce qu'en grec, atomos, ça veut dire on ne peut pas être découpé, ne peut pas être divisé. Donc il y avait des unités élémentaires de la matière. Et ils considéraient, dans une vision extrêmement matérialiste d'ailleurs, que tout corps de l'univers, qu'il s'agisse d'un astre, d'une étoile, d'une planète, d'un corps humain, d'un être vivant, était juste une combinaison fortuite et aléatoire d'atomes qui se regroupaient pendant un certain temps, puis après un jour qui se défaisaient. Donc c'était naissance, vie, mort, à travers des combinaisons d'atomes. Mais comme tout cela se déroulait dans un cadre cosmologique d'espace infini et de temps éternel, eh bien ça veut dire que forcément, il y avait des configurations qui allaient se répéter. D'où l'hypothèse de la pluralité des mondes habités qui a été faite d'abord par quelqu'un qui s'appelait Démocrite au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui a été après développé par son disciple Épicure, et puis après qui a été plus popularisé à une certaine époque dans un chef-d'œuvre de la littérature à la fois poétique et scientifique, qui est un ouvrage de l'auteur latin qui s'appelle Lucrèce, qui s'appelle De la nature des choses. Voilà, donc cette idée de pluralité des mondes habités. Après, comme vous le savez, cette idée a été interdite par les différentes églises en Occident pour des raisons théologiques, au point que Giordano Bruno, qui a repris une partie de ces idées, a été brûlé vif en place en l'an 1600 à Rome. Donc après, ces hypothèses sont revenues avec les développements de l'astronomie. Justement, à partir de Kepler, Galilée, on comprend que les étoiles sont d'autres soleils et inversement, et que donc les lois de la physique et de la chimie sont universelles. Après, on commence à rêver avec la science-fiction à la fin du XIXe siècle sur les mondes habités. Camille Flammarion, notre grand vulgarisateur de cette époque-là, était un fervent adepte de la pluralité des mondes habités, un peu fantaisiste, hein, à l'époque. Quand on faisait des descriptions du système solaire, on ignorait les conditions qui régnaient sur les planètes, et donc il était persuadé qu'il y avait des habitants sur Jupiter, des habitants sur... Alors Vénus, il faisait chaud, donc c'était les tropiques, on voyait des jeunes femmes à moitié nues se baigner sur Vénus. Bon, sur Mars, c'était les Martiens qui avaient creusé des canaux artificiels, ce genre de choses. Bon, après l'exploration spatiale a remis les choses en place, et donc on en est aujourd'hui effectivement à voir quand même que les conditions dans le système solaire sont extrêmement hostiles, mais ce qui n'empêche pas, et j'en reviens à ce que je disais au début, qu'il a pu y avoir des bactéries primitives sur Mars dans le passé, qu'il pourrait y avoir au mieux quelques bactéries dans les océans subglaciaires, et puis c'est tout. On en vient maintenant sur, oui, cette histoire dont vous me parliez. Si l'univers est infini, est éternel, un nombre, que l'on soit matérialiste ou pas, que l'on soit atomiste ou pas, le nombre de combinaisons aboutissant à telle ou telle configuration, forcément, il est infini. Et il y a un texte qui est assez peu connu, que j'ai publié dans d'autres ouvrages, et qui est absolument très étonnant. Il date du 19e siècle. Il a été écrit par Auguste Blanqui.
Alors, Auguste Blanqui, c'est un révolutionnaire qui a passé, un révolutionnaire de la Commune notamment, à l'époque de la Commune, qui a passé à peu près la moitié de sa vie en prison pour ses idées, pour ses idées politiques. Et en prison, il a eu une illumination, puisqu'il s'intéressait beaucoup à la science. Alors, la science de son temps, c'était Newton. Et Newton, c'est l'espace infini, effectivement. Voilà. Et il fait un raisonnement extraordinaire qu'il publie dans un petit opuscule qui s'appelle L'éternité par les astres. Ça se trouve encore aujourd'hui, hein, en librairie, un tout petit opuscule, une cinquantaine de pages, qui est absolument fascinant parce qu'il fait, effectivement, il reprend ce raisonnement. Si on est dans un monde infini et éternel, eh bien, n'importe quelle combinaison va se reproduire un nombre infini de fois. Donc, il prend la vision, comme il est un peu marxiste aussi, la vision purement matérialiste. Nous sommes une combinaison finie d'atomes. Et donc, cette combinaison finie va se reproduire forcément un nombre infini de fois dans un univers infini, dans un espace infini et éternel. Donc, nous avons ce qu'il appelle des clones, des êtres ailleurs dans l'univers qui sont exactement semblables à nous, mais en plus avec toutes les variantes infinitésimales possibles et imaginables. Donc, c'est une vision, et en quelque sorte, on retrouve. C'est pour ça qu'il a appelé ça l'éternité par les astres, dans nos formes de vie individuelles qui sont finies dans le temps, on vit, on meurt, comme on a des clones qui vivent d'autres vies que nous, on retrouve une forme d'éternité. Okay. Donc, cette image assez fascinante. Alors maintenant, pour en revenir à la cosmologie d'aujourd'hui, donc fondée, ce qu'on appelle la cosmologie relativiste, fondée sur la théorie d'Einstein, on ne sait toujours pas si l'espace cosmique est fini ou infini. Simplement, les deux solutions sont compatibles avec les équations de la relativité générale. Parce que la relativité générale ne décrit que localement la courbe, notamment ce qu'on appelle la courbure de l'espace-temps, qui est le fondement même de l'explication de la gravitation chez Einstein. C'est juste une déformation, une distorsion locale de l'espace et du temps, une distorsion spatio-temporelle. Les propriétés globales de l'univers, notamment la vieille question de savoir si l'espace est fini ou infini, qui, je répète, donc était débattue depuis l'Antiquité, n'est pas gérée par la relativité générale. Donc, en principe, les deux solutions sont compatibles avec les modèles de Big Bang. On peut avoir un modèle de Big Bang avec un espace infini, ce qui pose quand même un peu quelques questions, parce que qu'est-ce qui s'est passé au Big Bang, l'univers extrêmement petit, mais qui est à la fois infini, voilà. Mais aussi, il y a les modèles d'univers fini qui sont parfaitement compatibles. Alors, avant de revenir sur cette question-là, aujourd'hui, il faut bien distinguer entre l'espace physique, celui dont je te dis, je ne sais pas s'il est fini ou infini, et puis ce qu'on appelle l'univers observable. L'univers observable, c'est l'univers qui est accessible en nos télescopes. Il est forcément fini, sauf que ce n'est pas un bord matériel. Son bord, c'est un horizon au-delà duquel on ne peut pas voir. Pourquoi? Parce qu'à mesure que l'on observe loin dans l'espace, on observe dans le passé. Et si l'univers, tel qu'on le connaît, en tout cas avec la formation des étoiles, n'existe que depuis le Big Bang, c'est-à-dire depuis à peu près 13,8 milliards d'années, en remontant dans le passé, il y a un horizon cosmologique. Voilà. Mais ce qui n'exclut pas que spatialement, l'univers puisse être plus grand que cela. Voilà. Et notamment puisse être infini. Mais donc l'univers observable, par construction, nous sommes au centre de notre univers observable. On en connaît aujourd'hui la taille, c'est 90 milliards d'années-lumière de diamètre. Okay. À ce niveau-là, d'ailleurs, ça pourrait surprendre quelques-uns de nos auditeurs ou spectateurs qui savent que, je viens de le dire, que l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Pourquoi le rayon de l'univers n'est pas 13,8 milliards d'années-lumière, hein? Donc, en fait, c'est 45. Mais parce qu'il y a eu l'expansion de l'espace qui est entrée en jeu, qui a étiré le parcours du rayon lumineux. Les rayons lumineux que nous recevons aujourd'hui du fin fond de l'univers, on appelle ça le rayonnement fossile. La première lumière émise dans l'histoire de l'univers a été émise il y a 13,8 milliards d'années. Elle nous parvient aujourd'hui sous forme refroidie qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique ou le rayonnement fossile. Voilà. Le rayon lumineux, donc, il a parcouru 13,8... Il a mis 13,8 milliards d'années pour nous parvenir. Mais il a parcouru 45 milliards d'années-lumière parce que l'expansion de l'espace a étiré son parcours. Hein, voilà. Okay. C'est comme si vous prenez, je sais pas, vous allez à la gare du Montparnasse, il y a un grand tapis roulant. Hein, ouais. Voilà. Donc vous empruntez le tapis roulant, vous ajoutez à votre vitesse de marche propre la vitesse du tapis roulant, et au bout d'un certain temps, si vous mesurez la distance que vous avez parcourue, c'est pas juste votre vitesse multipliée par le temps, il faut rajouter la vitesse du tapis roulant. Bon, c'est de façon un peu simpliste, mais grosso modo, les formules sont un peu plus compliquées pour le cosmos, mais on les a. Voilà, donc ça explique cette taille de l'univers observable.
Bon, maintenant je reviens sur l'univers physique. Alors, est-il fini ou infini? S'il est infini, on ne le saura jamais. Oui, par définition. Aucune mesure physique ne peut nous donner... Voilà. Alors, en revanche, c'est l'une des raisons pour lesquelles, après avoir beaucoup travaillé sur les trous noirs, je me suis intéressé à une autre discipline, c'est importer dans la théorie de la relativité générale et de ses applications cosmologiques des développements mathématiques sur ce qu'on appelle la topologie. La topologie, c'est une branche de l'univers qui traite précisément, mais mathématiquement, de toutes les formes possibles d'un espace donné à un certain nombre de dimensions. Et pour montrer que l'on peut construire de façon cohérente des modèles d'espace finis, mais qui évitent ce qu'on appelle le paradoxe du Bohr. Alors, c'est quoi le paradoxe du Bohr? Si je reviens dans le passé, je vous ai dit que dans l'Antiquité, il y avait des écoles cosmologiques de Platon, Aristote, qui disaient que notre espace était fini, enclos dans une sphère. Mais la sphère marquait la limite du monde. Donc, on avait un espace fini avec un bord. Oui. Et il y avait un paradoxe du Bohr qui avait déjà été mis en exergue par des philosophes d'une autre école. Je vais au bord. Je lance une flèche, un javelot, je tends le bras. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bord, ça grandit? En quel cas, c'était pas un vrai bord. Est-ce qu'il y a un bord matériel, une paroi sur laquelle ça va rebondir? Ça semble un petit peu idiot. Enfin, même si on imagine des sphères de cristal d'une certaine époque. Hein. Voilà. Et donc, les Grecs ne pouvaient pas répondre à ce paradoxe-là parce qu'ils n'avaient pas les mathématiques nécessaires. Il a fallu attendre le 19e siècle pour voir se développer ce que l'on appelle les géométries non euclidiennes. Et puis également la topologie, qui sont deux branches de la géométrie qui permettent d'envisager en toute cohérence des modèles d'espace fini sans avoir de bord. C'est très simple, hein. À 2 dimensions, vous prenez la surface d'une sphère, vous allez en ligne droite, vous faites un grand cercle, vous circulez indéfiniment, vous n'avez jamais de bord et c'est parfaitement fini. L'espace est fini. Voilà. Maintenant, vous généralisez ça, vous rajoutez une dimension, vous avez l'hypersphère. Donc l'hypersphère, c'est notre espace dans lequel on est. Si c'est une hypersphère, on part, nous, on prend une fusée, on part. Et un jour, sans jamais avoir fait demi-tour, on revient dans le studio. Parce que nous étions dans une hypersphère, et grâce à la courbure de l'espace, on a fait un grand tour de l'univers. On a fait un parcours fini, sans jamais rencontrer aucune limite. Donc l'hypersphère est parfaitement compatible avec toutes les équations de la relativité, etc. Et moi, je me suis mis à importer, donc j'ai étudié, à la fin des années 80, des années 90, de par ma formation mathématique, je me suis intéressé à cette question de la finitude, de l'infinitude de l'espace, qui avait été un peu négligée dans la cosmologie, et notamment qui avait été beaucoup négligée par Albert Einstein lui-même, qui n'était pas très féru de mathématiques, il faut le dire. Mais la question, moi je trouve que la question est fascinante. Hein. Toutes les questions qu'on peut se poser sur l'infini, et puis encore plus le fini sans bord, parce qu'il est contre-intuitif. Moi j'aime bien ce qui est contre-intuitif, mais qui est effectivement qu'une solide assise scientifique, une solide assise mathématique. Et donc, voilà, donc j'ai importé, avec l'ensemble de collaborateurs, dans les modèles de la cosmologie, ce que j'appelais des modèles d'univers chiffonnés pour faire simple. Bon, mais mathématiquement, ce sont en fait des modèles prévus par la classification topologique de toutes les formes d'espace possibles, par exemple la 3 dimensions, si notre espace est à 3 dimensions, dont l'hypersphère n'est qu'un cas relativement simple, et d'autres formes beaucoup plus compliquées, et on a essayé de voir quelles formes étaient compatibles avec les données expérimentales. En tout cas, théoriquement, elles sont toutes compatibles avec les équations de la relativité, puisqu'il suffit de les rajouter. Il faut faire une hypothèse supplémentaire, une hypothèse purement topologique, pour dire, en fait, bon, par exemple, on va mesurer la courbure de l'espace. Hein, voilà. On va faire des mesures relativement locales. On va trouver, finalement, la courbure de l'espace à grande échelle, elle est très proche de zéro. La courbure de l'espace, qui est le symbole de la gravitation, localement, elle peut être énorme, au voisinage d'un trou noir. Mais à l'échelle cosmique, ça s'aplanit, et c'est vrai que les mesures actuelles cosmologiques suggèrent qu'à très grande échelle, la courbure de l'espace, à un moment donné, est très proche de zéro. Il y a une marge d'erreur, mais elle est proche de zéro. Donc, si elle est proche de zéro, les cosmologistes, la plupart des cosmologistes vous disent, on a un espace euclidien. Et si on néglige la topologie, il est infini. Mais malheureusement, c'est une simplification abusive. Il existe 18 espaces euclidiens, c'est-à-dire qui localement ont exactement les mêmes propriétés que l'espace euclidien infini,
parallèles qui ne se recoupent jamais, là, sont un triangle qui est égal à 180 degrés, etc., mais qui globalement sont complètement différents. Alors pour bien faire comprendre ça, prenons un exemple simple à deux dimensions. Hein. À deux dimensions, l'équivalent euclidien, c'est le plan euclidien, hein, qui est infini, etc. Tenons le plan euclidien, vous découpez un morceau, une bande de papier euclidien, vous avez des bords, vous les supprimez. Pour supprimer les bords, vous les collez. Vous fabriquez quoi? Un cylindre. Donc déjà, en collant les deux bords, vous supprimez l'infini dans une direction. Ouais. Après, le cylindre, il reste debout, vous les coupez, vous les collez, et vous faites ce qu'on appelle un tore plat, qui ressemble, en fait, si vous voulez visualiser, ça ressemble à la surface d'une chambre à air, si vous voulez. D'un anneau, tout simplement. Hein, voilà. Ah, sauf que c'est un anneau qui n'a pas vraiment de courbure. Voilà. Ben, c'est un exemple également de surface qui est localement euclidienne. C'est-à-dire si vous vivez à la surface, vous avez l'impression de vivre dans un plan, mais si vous vous déplacez, eh bien, vous vous apercevrez que, voilà, que vous n'êtes pas du tout dans le plan euclidien. Voilà. Et donc, c'est un exemple différent de la sphère, toujours à deux dimensions. Et bien, pareil, vous généralisez à trois dimensions, vous appelez l'hypertore. Alors, l'hypertore, vous avez un volume d'espace, par exemple, l'intérieur d'un cube, d'un parallélépipède. Par exemple, le studio dans lequel on est, là, c'est un morceau d'espace, apparemment euclidien, parce qu'il n'y a pas de courbure forte là où on est. Puis, il y a des parois. On a un volume fini. Il y a des bords. Alors, le problème, il faut éliminer les bords. Donc la topologie vous dit, ben, je peux décréter que ce mur-là, c'est le même que celui-là. Donc chaque point, là, il y a chaque point du mur, il a son correspondant, c'est le même point. Et pareil, pour le sol, le plafond, etc. Donc je vais identifier les bords sans changer le volume. Et je transforme ça en un hypertore. Et après, je vais me déplacer dans cette pièce-là sans jamais rencontrer aucune frontière, puisque si je vais en ligne droite, dès que je suis sur une paroi, je suis de l'autre côté et je continue mon chemin. Voilà. Il y a des jeux vidéo qui ressemblent un petit peu à ça, hein, où il y a un personnage, ou je ne sais pas quoi, une fusée, qui dès que ça quitte l'écran, ça reparaît de l'autre côté. Ben, en fait, la structure, c'est une structure de Thor, hein, en fait. Hein, voilà. Donc, à trois dimensions, ça existe. Bref, dans les années 90, j'ai développé avec mes équipes tout un ensemble de modèles, mathématiques au départ, mais pour montrer à la communauté des cosmologistes qu'on pouvait vraiment les importer, considérer que ça pourrait être des candidats pour décrire la forme réelle de l'espace cosmique, où on avait effectivement des variantes topologiques qui sont en fait en très grand nombre. Je dis qu'il y avait 18 espaces euclidiens, dont certains sont finis, fermés, sans avoir de bords. Et puis il y a une infinité d'espaces à courbure positive, une infinité d'espaces à courbure négative, etc. Et a priori, tous sont candidats pour la relativité. Après, maintenant, évidemment, il faut les confronter aux observations. Voilà. Alors, il s'est passé quelque chose en 2003, c'est que, bon, on avait publié tout un ensemble d'articles très techniques de mathématiques sur les modes vibratoires de ces espaces aux formes bizarres. Et puis en 2003, on reçoit des données expérimentales d'un satellite américain qui s'appelait WMAP, qui avait mesuré avec une précision jusqu'alors inégalée, après ça a été encore amélioré par le télescope européen Planck, sur la distribution ce qu'on appelle les anisotropies du rayonnement fossile. Alors, il ne faut pas utiliser un terme trop compliqué. Le rayonnement fossile, on prend des cartes, c'est le rayonnement de fond cosmologique que nous recevons aujourd'hui et que nous montre en fait l'image de l'univers primitif au moment où il est devenu transparent et où il a émis pour la première fois de la lumière. Et dans cette carte-là, on a un codage extrêmement fin qui nous montre l'équivalent des grumeaux de l'univers primitif à l'époque où c'est un plasma. Et au moment où le plasma devient transparent, il y a des petites irrégularités. Ce sont ces irrégularités qui, par la suite, a donné naissance à la formation des premières étoiles, des premières galaxies. Et donc, en étudiant la distribution de ces grumeaux, on en déduit les modes vibratoires du très jeune univers. Parce que le très jeune univers, ce plasma primitif en expansion, il a vibré, il y a des ondes gravitationnelles, des ondes électromagnétiques, il y a même eu des ondes acoustiques, parce que le plasma était suffisamment dense pour laisser passer également des ondes acoustiques, et ça donne une richesse d'informations, on appelle ça les oscillations acoustiques de baryon, qui nous donnent une richesse d'informations extraordinaire. Et ça se lie, effectivement, le décodage musical, je mets un peu des guillemets parce que ce n'est pas vraiment de la musique, mais le décodage en composantes vibratoires fondamentales, l'équivalent des harmoniques en musique, se lie à travers la distribution
des grumeaux irrégularités. dans les morphoses, qu'on appelle donc des anisotropies. Et la première carte de ces anisotropies, publiée en 2003, obtenue donc expérimentalement par ce télescope, montre quelques anomalies dans cette distribution. À grande échelle, il y a des corrélations que l'on attendait qui ne se faisaient pas. Et on a interprété, à grande échelle sur la carte de rayonnement fossile, et on a interprété, nous, ces anomalies comme une signature possible, c'est une hypothèse parmi d'autres, une signature possible justement d'un modèle d'espace fini, sans bord, avec une structure très particulière, qu'on appelait l'espace sphérique dodécaédrique 2 points carrés. C'était quelque chose d'assez complexe, voilà, mais c'était quelque chose de très élégant, une sorte de généralisation d'un dodécaèdre, là, cette figure géométrique à 12 faces, mais qui est sphérique au lieu d'être plan, et puis dont les pentagones opposés étaient collés entre eux pour éliminer les bords. Et on a montré que les modes vibratoires de ce genre de modèle correspondaient tout à fait à ce qui était observé. Voilà. Et ça a donné enfin de la crédibilité astronomique, parce que nous avions une crédibilité mathématique et topologique, mais la communauté astronomique de l'époque était un peu sceptique. Et là, ça a donné de la crédibilité, et après, à partir de là, la topologie, que j'avais appelée la topologie cosmique, est devenue toute une nouvelle discipline qui a été explorée après. Voilà. Alors la question n'est pas résolue aujourd'hui parce que les observations ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour vraiment détecter la topologie de l'univers, mais il faut bien se dire que seul un espace fini, sans bord, de taille pas trop grande par rapport à l'univers observable, parce qu'on pourrait avoir un espace fini avec bord, mais beaucoup plus grand que l'univers observable. Et là, à nouveau, on n'aurait pas de traces, de signature dans la partie observable de l'univers. Donc il faudrait avoir un modèle d'espace, un modèle géométrique d'espace, donc multiconnexe, ça c'est le terme technique, c'est ce qu'on appelle les espaces chiffonnés, de taille à peu près comparable à la taille de l'univers observable. Et là, il y aurait des traces. Ces traces ont été cherchées pour certains modèles simples, et notamment celui que nous avions proposé en 2003, qui à l'époque d'ailleurs avait fait la une de la revue Nature avec une publicité extraordinaire partout, donc ce qui a justement suscité tout un engouement des chercheurs pour ce genre de modèle qui avait été un petit peu délaissé auparavant par les autres équipes. Pour l'espace au déclin de point carré, les signatures que nous avions prévues n'ont pas été trouvées. Voilà. Mais ça n'exclut pas tout un ensemble d'autres modèles d'espace fini sans bord, qui serait compatible avec toutes les observations. Et bon, même moi, si depuis je suis passé à d'autres travaux, parce qui m'avait intéressé, c'était de lancer le sujet, de l'initier, puis après que d'autres prennent le flambeau. Aujourd'hui, je travaille sur plutôt des phénomènes de gravité quantique, ce genre de choses. Il y a donc un groupe de chercheurs qui continuent à être extrêmement actifs en ce moment. Ils se sont appelés Compact, d'ailleurs, bon, parce qu'ils traitent effectivement de la possibilité que nous vivions dans un espace fermé, fini, sans bord, c'est-à-dire un espace compact. Et ils s'intéressent beaucoup aux hypertors, en fait, hein, c'est-à-dire aux espaces euclidiens, puisqu'il semble que les contraintes observationnelles nous disent que la courbure de l'espace est très faible. Je ne pense pas qu'elle puisse être strictement nulle. Hein. À mon avis, elle est complètement positive. Mais à mon avis, ne vaut rien par rapport aux observations. Voilà. Mais la fourchette des observations permet les 3 cas de figure. Hein. Positif, un peu négatif ou strictement nul. Beaucoup choisissent par solution de facilité le cas nul, strictement nul. Ça simplifie pas mal de choses. J'ai l'impression que ça pose plus de problèmes que ça. Et ça pose beaucoup de problèmes, parce que si vous ne tenez pas compte de la topologie, vous aboutissez à l'infini qui ne pourra jamais être prouvé. Ensuite, il y a certains problèmes de la cosmologie aujourd'hui que l'on attribue au modèle standard, comme par exemple ce qu'on appelle la tension de Hubble, c'est-à-dire deux mesures différentes du facteur de la vitesse d'expansion de l'univers, par des méthodes expérimentales différentes, qui donnent un écart de quelques pourcents entre ces deux mesures. Et aujourd'hui, il y a 20 ans, on aurait dit c'est parfait, tout marche bien. Aujourd'hui, on est dans une cosmologie de haute précision, donc cet écart, il est un petit peu, il pose problème. On appelle ça la tension de Hubble, parce que ce paramètre-là s'appelle le paramètre de Hubble. Voilà. Et on lit
un peu de partout, toujours un peu dans le sensationnalisme aujourd'hui de mise dans la communication scientifique, que cette attention de Hubble remet en cause le modèle standard de la cosmologie, remet en cause... Alors qu'il suffirait par exemple de dire, mais l'espace il a peut-être une courbure légèrement positive, ou l'espace il est peut-être pas si homogène et isotrope que ce que l'on pense quand on se fonde pour élaborer le modèle standard. Et dès qu'on rajoute ce genre de choses, qui ne sont pas de la nouvelle physique, tout ça c'est déjà inclus dans toutes les possibilités physiques géométriques, eh on résout la tension de Hubble. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a encore plein de questions non résolues sur la forme de l'univers. Voilà, donc moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai beaucoup milité pour ces modèles d'univers finis, sans bord, parce que ils évitent tous les paradoxes. Il n'y a pas de paradoxe de bord, puisqu'il n'y a pas de bord. Il n'y a pas de paradoxe liés à l'infini, parce que je veux dire, l'univers infini est soumis aussi à plein de paradoxes. Outre le fait qu'on ne pourra jamais le prouver expérimentalement, ce qui est un dommage pour une théorie scientifique, de ne pas être réfutable, ça pose aussi tout un ensemble de paradoxes. Donc justement, celui dont on avait commencé à parler tout au début, l'infinité de l'espace infini, l'infinité des mondes, l'infinité de configurations. Nous avons tous nos duplicata partout dans l'univers qui font la même interview que nous, mais où je dis un mot légèrement différent, vous me posez une question légèrement différente, et tous ces cas sont réalisés. Voilà. Alors là, on a parlé beaucoup de la forme de l'univers, Ouais. mais il a aussi une capacité à se déformer. Donc je fais le lien avec un livre sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc c'est voyager dans un trou noir avec Interstellar, c'est ça? Oui, alors là, donc, je pense que c'est deux formes donc, de déformation et de distorsion à des échelles radicalement différentes. Oui. Donc là, on vient de parler d'une forme globale. Oui. Voilà. Après, comme j'ai essayé de le préciser, la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, mais c'est une théorie locale qui décrit la courbure locale de l'espace et du temps engendrée par la présence de corps massifs. Et donc, le b.a.-ba de la relativité générale, c'est qu'au plus un corps est compact, massif, compact, dense, etc., au plus le champ de gravité est important, et le champ de gravité n'est plus interprété comme chez Newton par une force d'attraction, mais par une courbure de l'espace et du temps. Donc la courbure de l'espace et du temps est d'autant plus importante que les corps sont plus concentrés, sont plus compacts. Le cas extrême étant celui du trou noir. Voilà. Donc on a des distorsions locales. Avant de développer sur le trou noir, je fais juste une petite incidente sur des distorsions intermédiaires qu'on appelle les mirages gravitationnels. Les mirages gravitationnels, c'est aussi une des preuves expérimentales que l'on a aujourd'hui sur cette idée, la validation de la courbure de l'espace qui donc dévie les rayons lumineux. Les mirages gravitationnels, qui sont prédits donc par la relativité générale, nous disent que si on a un objet céleste sur la ligne de visée d'un objet plus lointain, l'objet céleste intermédiaire va faire office de ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle, c'est-à-dire va déformer l'espace dans son environnement. Les rayons lumineux d'arrière-plan qui viennent d'un objet qui est situé derrière par rapport à l'observateur, ligne de visée d'observateur, ils vont emprunter plusieurs trajets, puisqu'ils vont être déviés de leur ligne droite, si vous voulez. Ils vont emprunter plusieurs trajets. Et quand ils vont reconverger vers nous, on va avoir une image démultipliée. Ça s'appelle un mirage gravitationnel. Okay. Voilà. Et ils sont aujourd'hui constamment détectés dans l'univers. Le James Webb Telescope, le Hubble Space Telescope, etc. On trouve des mirages gravitationnels absolument extraordinaires. Voilà. Alors maintenant, on en vient au trou noir. Alors là, c'est le cas extrême de la distorsion spatiale et temporelle. Alors je rappelle, le trou noir... c'est un piège gravitationnel, c'est une configuration énergie-matière tellement compacte qu'elle s'est en quelque sorte déconnectée de l'espace-temps extérieur, piégée dans l'intérieur de ce qu'on appelle un horizon des événements, qui est une zone de l'espace immatériel, une frontière géométrique, au-delà de laquelle, en fait, on ne peut plus rien voir quand on est un observateur extérieur, parce que la gravitation piège la matière et la lumière qui a pénétré. Bon, ça, c'est la définition du trou noir relativiste. Mais déjà, donc on a des solutions mathématiques des équations dans la relativité générale qui décrivent très précisément la forme de l'espace-temps engendré aux abords d'un trou noir. Alors, théoriquement...
il y a deux types, bon, il y a deux types de trous noirs. Il y a le trou noir le plus simple, on appelle ça le trou noir de Schwarzschild, du nom de l'un de ses découvreurs. C'est un trou noir statique, qui ne tourne pas sur lui-même, il est parfaitement sphérique. On a une solution de Schwarzschild, on a fait énormément d'études, bien, là-dessus. Après, en fait, le trou noir générique, c'est un trou noir qui tourne, parce que tous les objets tournent dans l'univers. Ouais. Et la solution, ça s'appelle la solution de Kerr, on appelle ça un trou noir de Kerr, K-E-2-R, également du nom du mathématicien australien qui l'a trouvé pour la première fois. C'était seulement dans les années 60. Le trou noir de Kerr est beaucoup plus intéressant, d'abord parce que c'est le trou noir générique. Tous les trous noirs de l'univers doivent tourner, donc ce sont tous les trous noirs de Kerr, à commencer par les trous noirs dont on a eu les images télescopiques, hein, 87, le trou noir galactique, etc. Ce sont des trous noirs de Kerr. Il y en a. Et donc, on a les structures donc, de l'espace et du temps. Et donc, on peut calculer les effets de distorsion à l'approche de ces trous noirs. Il y a deux types de distorsion, la distorsion spatiale et la distorsion temporelle. Alors, les distorsions spatiales se mesurent, par exemple, à travers l'équivalent de ce qu'on appelle des forces de marée. Alors, les forces de marée, c'est la gravitation, c'est la gravité différentielle. Alors, dans le schéma traditionnel de la gravitation de Newton, il y a une force, l'attraction. Ouais. Dans la force de marée, ça passe quoi? C'est que vous avez un corps qui s'approche de notre corps, la partie avant est soumise à une force légèrement plus grande que la partie arrière, donc il va y avoir une tendance au corps soumis à s'étirer. Exactement, on appelle ça les forces de marée, parce que les marées terrestres, c'est exactement l'effet que la Lune exerce sur les océans de la Terre. Il y a un petit renflement, et ça. Bon. À l'approche d'un trou noir, ces effets de marée sont beaucoup plus considérables. Ouais. Alors même si il faut abandonner la description newtonienne, mais en relativiste, la description relativiste, c'est la courbure en fait hein, qui en joue le rôle. Donc effectivement, prenez un astronaute qui plonge vers un trou noir, disons par exemple les pieds en avant, ben, les pieds on subit une courbure beaucoup plus grande que la tête. Et donc, il va y avoir un étirement, on appelle ça la spaghettification. Okay. Transformer en spaghetti, ça va tirer. Hein. Bon, voilà, ça c'est si on tombe radialement dans un trou noir. Après, si on tombe non pas radialement, mais en tournant autour, comme selon une orbite typique d'étoile, une parabole, ça c'est un phénomène que j'ai étudié dans les années 80. Au lieu d'avoir un spaghetti, on a ce qu'on appelle une crêpe. C'est-à-dire que les effets de marée, grâce à un mouvement de rotation, se compensent en partie. Il y a juste une direction dans laquelle ça s'aplatit, et les deux directions, et les autres directions, voilà, ça se compense, ça s'étend et ça se compresse. Et donc ça ressemble plutôt à une crêpe. Voilà. Et j'avais développé tout un modèle, une série de modèles, qui après ont été effectivement vérifiés expérimentalement par les observations, que j'ai appelées les crêpes stellaires. C'est la façon dont des étoiles qui s'approchent d'un trou noir géant situé au centre d'une galaxie, sans tomber directement dedans, auquel cas elles seraient spaghettifiées, mais le contournant, elles seraient aplaties en forme de crêpes dans un premier temps, puis après les exploseraient et donneraient des phénomènes que j'avais prédits et qui sont aujourd'hui observés par les télescopes. Donc ça, c'est le symbole des distorsions temporelles, des distorsions spatiales. A priori, quand je vous raconte ça, et si j'en viens avec un peu l'utilisation de ça dans les films de science-fiction, dans Interstellar, vous dites, oui, mais alors un astronaute, il va avoir aucune chance de s'approcher d'un trou noir s'il va être spaghettifié ou transformé en crêpe. Sauf que ces phénomènes de force de marée dépendent très sensiblement de la masse des trous noirs. Si vous prenez un trou noir de type stellaire, c'est-à-dire formé à partir d'étoiles de masse stellaire, alors c'est vrai qu'on ne peut pas les approcher. Les effets de marée agissent à grande distance, et voilà, vous vous approchez même sur un petit trou noir stellaire qui fait 30 km, déjà, je me suis amusé à calculer les choses, à 1000 km de distance, bon c'est près mais quand même loin de la surface du trou noir, vous êtes déjà totalement détruit, spaghettifié, un vaisseau spatial. Voilà. Heureusement, pour un trou noir massif et supermassif, justement ceux qu'on trouve au centre des galaxies, les effets de marée sont beaucoup plus faibles et n'agissent qu'à l'intérieur, une fois franchi la frontière du trou noir. Okay. Donc c'est pour ça que dans un film comme Interstellar, où on suppose qu'il y a un trou noir géant, qui s'appelle, disons, appelé Gargantua, qui fait 100 millions de fois la masse du Soleil, alors là, les calculs simples montrent que les effets de marée sont totalement négligeables et qu'on peut rentrer dans le trou noir
Alors après, il va se passer des misères, hein, mais déjà à l'extérieur, la distorsion spatiale, elle est faible. Bon. Après, il y a la distorsion temporelle. Les distorsions temporelles, prédites par la relativité générale, sont encore plus fascinantes. On nous dit qu'en fait, les champs de gravitation, qui sont en fait équivalents aussi à des champs de vitesse, d'une certaine manière, donc aussi bien une vitesse s'approchant vers la vitesse de la lumière ou un champ de gravitation très intense comme ceux que l'on peut trouver au voisinage des trous noirs, déforment considérablement la perception du temps. Alors le temps en relativité générale, ce n'est pas quelque chose d'absolu, comme chez Newton, c'est relatif. C'est relatif à l'observateur et au système que l'on mesure. Donc il y a ce qu'on appelle le temps propre, qui est le temps vécu dans le mouvement. Donc on est en mouvement, même si on approche de la vitesse de la lumière, on a notre horloge, notre chronomètre ou les battements de cœur, c'est pareil, etc. C'est notre vrai temps à nous, c'est notre temps propre. Maintenant, à distance, quelqu'un qui va nous observer le mouvement, il va avoir un temps apparent, il ne va pas mesurer les mêmes choses. Et tout ça, c'est prédit par la théorie de la relativité générale, et ça a été ça a été vérifié expérimentalement avec des particules élémentaires. Alors, évidemment, dans la vie de tous les jours, ces décalages sont incroyablement faibles, évidemment, puisque nos vitesses sont très petites devant la vitesse de la lumière. Les champs de gravité, eux, sont heureusement très faibles par rapport aux champs de gravité des trous noirs. Et donc, ces décalages sont très faibles, mais avec des mesures de haute précision, on a pu mesurer qu'effectivement, des horloges ultra précises, embarquées dans une fusée ou dans un avion, marquaient le temps de façon extrêmement, légèrement différente, mais conforme au calcul par rapport à une horloge jumelle qui, elle, est restée immobile au laboratoire. Donc, c'est des expériences célèbres qui ont été faites. Maintenant, exploiter ça dans la science-fiction. Alors, notamment dans Interstellar, il y a une scène extraordinaire, c'est l'une des plus belles scènes du film, où le héros du film, l'astronaute, qui est chargé d'aller chercher des données, de s'approcher en faisant de ce trou noir géant Gargantua, autour duquel gravite notamment une planète qui serait potentiellement habitable. Le problème, c'est que cette planète, qui est appelée la planète Miller, gravite très près de l'horizon des événements du trou noir géant. Et donc, les calculs montrent que si il va passer juste 1 heure sur cette planète-là, dans son temps à lui, c'est son vrai temps, le temps propre, hein, il y aura 23 ans qui se sont écoulés sur Terre. C'est-à-dire un facteur de dilatation de 60 000. Facteur de dilatation temporelle de 60 000. Hein. Alors c'est un cas, donc c'est tout à fait possible, sauf que c'est un cas un petit peu extrême. J'ai pas mal discuté avec le conseiller scientifique du film Interstellar, qui est mon collègue américain Kip Thorne, un grand spécialiste des trous noirs, qui quelques années plus tard, d'ailleurs après le film, aura le prix Nobel de physique pour son travail sur les ondes gravitationnelles, hein, pas pour avoir été conseiller scientifique du film, hein, pour les ondes gravitationnelles. Voilà. Donc en fait, je me suis amusé à refaire les calculs pour ce livre-là, vous voyez, de notre Interstellar, où finalement, pour arriver à ce facteur de 60 000, il faut des conditions vraiment extrêmes. Il faudrait un trou noir tournant quasiment à la vitesse maximale possible, à la vitesse quasiment de la lumière, et s'approcher vraisemblablement près du trou noir pour avoir ce facteur de 60 000. Donc, théoriquement, sur le papier, ce n'est pas complètement impossible. En pratique, ce serait irréalisable, mais au moins, bon, ça reste cohérent avec la théorie. Donc, il y a ce truc très, très impressionnant où, effectivement, l'astronaute se pose sur cette planète. En plus, il reste, à cause d'une avarie, une vague géante, ce genre qui arrive, ils mettent 1 heure pour repartir alors qu'ils pensaient rester quelques minutes. Et quand il revient sur le vaisseau qui, lui, était en orbite loin du trou noir, il ne revient pas sur Terre, il reste tout ça dans une galaxie lointaine, mais le vaisseau mère reste en orbite loin du trou noir et ne sent pas ces effets de distorsion temporelle. Son collègue qui l'a attendu, il l'a attendu pendant 23 ans. Et lui, il a vécu 1 heure. Et puis il rentre en contact avec la Terre à travers la communication, à travers le trou de verre qui lui a permis ce voyage, avec sa fille, qu'il avait quittée quand elle avait 10 ans au début du film. Et pour lui, 2 jours après, quand il a fait ce voyage, il retrouve sa fille. Elle a 33 ans, elle est devenue une physicienne, etc. Il apprend que son père est mort, que son fils a eu des enfants, tout ça. Donc il y a une scène bouleversante qui montre ce facteur. Voilà. Et ça, c'est pas de la science-fiction. C'est réellement. Et dans le futur, si on rêve un jour, effectivement, admettons, je
dit un mot sur les trous de verre, traversables ou pas traversables. C'est bien beau toutes ces histoires-là, mais s'il y a des trous de verre traversables que l'on puisse un jour éventuellement utiliser, il y aurait quand même ces effets de distorsion temporelle qui seraient absolument épouvantables, avec pas de retour possible, pas de communication. Enfin, en tout cas, donc voilà, ça c'était l'un des aspects dont je voulais discuter donc, autour d'Interstellar, donc sur les distorsions spatiales et temporelles. L'aspect encore plus fascinant, je pense, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir. Parce que là, je viens de parler des abords, tant qu'on reste à l'extérieur de l'horizon des événements. Voilà. Il peut y avoir des distorsions spatiales plus ou moins importantes selon la masse, et des distorsions temporelles, de toute façon, extrêmement fortes, quelle que soit la masse du trou noir. Mais une fois que vous avez franchi l'horizon des événements, imaginez, la relativité générale, on envoie nos équations, il n'y aura pas de vaisseaux spatiaux, et les distorsions deviennent effectivement de plus en plus importantes, jusqu'où? Alors, selon certaines hypothèses, au centre du trou noir, il y a ce qu'on appelle une singularité, un nœud mathématique, où toute la courbure devient infinie, donc tout devient totalement, la physique devient aberrante. Et donc, il y a des alternatives. Et les alternatives, elles reposent sur des théories spéculatives pour l'instant, c'est-à-dire des théories encore en construction, qui sont notamment des théories de gravitation quantique, où simplement, on pense bien que si vous prenez les équations de la relativité générale, que vous les extrapolez jusqu'au centre du trou noir, comme on aboutit à une singularité, qui est une absurdité physico-mathématique, tout devient infini, on se dit que si on met des phénomènes quantiques pour modifier la relativité générale, on supprimera cette singularité et on aboutira. Et donc, il y a plein d'options sur différentes approches de la gravité quantique. Alors, l'option la plus connue s'appelle la théorie des cordes, qui a été développée à partir des années 70. D'autres options sont apparues plus tard, la gravité quantique à boucle, des options très différentes, mais toutes plus fascinantes les unes que les autres. Après, il y a la géométrie non commutative, etc. Je me suis beaucoup intéressé ces dernières années à ça. J'ai même publié un ouvrage qui s'appelle L'écume de l'espace-temps, où je décris 7 approches possibles de gravitation quantique très différentes, et chacune ouvrant des horizons nouveaux, mais aucune d'entre elles, pour l'instant, n'est vérifiée et n'a vraiment abouti à des équations définitives. Malgré tout, pour en revenir au film Interstellar, Kip Thorne, qui est lui un fervent partisan de la théorie des cordes, et pour assurer une sorte de plausibilité scientifique à son scénario, c'était une des exigences du réalisateur aussi, et Kip Thorne voulait effectivement ne pas trop s'écarter d'une plausibilité mathématique, disons. Il a choisi un modèle très particulier de la théorie des cordes, qui avait été avancé dans les années 90 par 2 physiciens, ils s'appellent Randall et Sundrum, donc on appelle ça le modèle de Randall-Sundrum, qui imagine que quand on rentre dans un trou noir, il y a une dimension spatiale supplémentaire qui apparaît, une 5e dimension, et qui est une 5e dimension spatiale, donc il y aura toujours une dimension temporelle, mais cette fois-ci il y a 4 dimensions spatiales. Voilà. Et je ne sais pas si les spectateurs qui ont vu Interstellar se souviennent des dernières scènes du film, qui sont peut-être finalement les plus intrigantes, et que je me suis amusé à décoder, parce que ça n'a quasiment pas du tout été fait dans les innombrables vidéos YouTube que l'on trouve sur Interstellar. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet espace bizarre dans lequel arrive notre héros lorsqu'il a franchi le trou noir? On appelle ça un tesseract. Le tesseract, c'est le terme technique pour parler de la généralisation du cube, mais à 4 dimensions. Voilà. À 3 dimensions, vous avez un cube, vous avez 6 faces. Si vous rajoutez ce qu'on appelle l'hypercube, dont le terme technique s'appelle le tesseract, les 6 faces planes se transforment en cube, et donc un tesseract, c'est une structure quadridimensionnelle. Bon, c'est un peu difficile à visualiser, je vous l'accorde. J'ai mis des schémas dans le livre explicatif. Effectivement. Voilà. Où les faces deviennent cubiques. Voilà. Et donc, c'est ça le tesseract. Et donc, l'hypothèse dans le modèle de Randall-Sundrum, c'est que dans cette 5e dimension, vous avez un tesseract. Mais dans cette 5e dimension, il n'y a que la gravité qui peut se propager. Et ça, c'est une des propriétés fondamentales des théories des cordes. Quand vous rajoutez des dimensions supplémentaires, la gravité se déploie dans toutes les dimensions de l'espace, alors que les autres interactions fondamentales, qui font ce que nous sommes,
la chimie, l'électromagnétisme et les interactions nucléaires fortes et faibles, elles sont confinées dans la partie tridimensionnelle de notre espace. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, Kipson a choisi cette option-là, parce que l'astronaute pénétrant dans ce tesseract et cette 5e dimension de l'espace va pouvoir communiquer à travers le temps, cette fois-ci, des informations gravitationnelles à sa fille. Et après, on va avoir une boucle temporelle dans le film. Quand on voit le film pour la première fois, on est un peu perdu, mais quand on le regarde une deuxième fois, puis une troisième fois, à la lueur de ce qu'on finit par comprendre de la physique qui a été utilisée derrière, la physique interstellaire, on comprend qu'il y a une cohérence extraordinaire, qu'il y a des boucles temporelles, notamment que le trou de verre artificiel qui a permis à l'astronaute d'aller effectivement explorer cette planète lointaine a été créé dans le futur par l'humanité avancée. Et également toutes les anomalies gravitationnelles au début du film que le héros du film, l'astronaute, vit avec sa petite fille de 10 ans, c'est lui qui les a créées dans le Tesseract, mais pour communiquer en arrière dans le passé. Donc il y a toute une cohérence qui se découvre dans le film, et c'est ce que donc j'essaie effectivement de raconter dans cet ouvrage qui décode vraiment toute la physique étrange d'Interstellar, avec aussi bien d'autres chapitres également plus étonnants les uns que les autres. Et ben, on mettra les livres en description, et j'espère qu'ils seront très nombreux à le commander, à pouvoir le dévorer. Aussi, ouais. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre pour cet entretien qui était extrêmement intéressant. C'était un plaisir, merci.